Salam alaikum, Azur Filaoun, bonjour. Hossein Ait Ahmed, le dernier survivant des 9 historiques de novembre 1954, a été hospitalisé après un grave accident hier. Un accident vasculaire cérébral, un AVC. Selon ses proches, il aurait quitté l'hôpital depuis quelques heures et serait chez lui pour récupérer, pour reprendre. Mais il reste tout de même complètement isolé. Nul, en dehors de ses proches, n'a été autorisé à le voir. Aucun journaliste n'a été admis à l'approcher. Avant cette attaque, personne n'avait la moindre information sur son état de santé. Et il semble qu'il ait déjà connu de sérieux problèmes de santé, voire même qu'il ait été très malade. Il semble qu'il ait eu déjà une attaque cérébrale qui aurait été gardée secrète, ce qui expliquerait peut-être sa totale absence et l'isolement dans lequel il a été maintenu depuis plusieurs mois maintenant. Particulièrement depuis que le FFS a changé de cap politique, pour ainsi dire, et qu'il s'est rapproché du régime. Ait Ahmed est le dernier, donc, des 9 historiques. Il faisait partie du trio de l'extérieur, Ait Ahmed, Khidr et Ben Bella, pendant que les 6 de l'intérieur, Karim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Rabah Betat, Didouche Mourad et Moussa Boulaïd et l'Arbi Ben Mehdi avaient déclenché la révolution armée le 1er novembre 1954 à l'intérieur du pays. Ait Ahmed fut un révolutionnaire de la première heure. Il a rejoint les rangs du PPA en 1942. Il avait 16 ans à peine. Après les tragiques événements du 8 mai 1945, le PPA avait décidé de réagir au massacre en déclenchant une révolution armée. La date avait été arrêtée, le 22 mai 1945. Malgré sa jeunesse, Ait Ahmed avait à peine 19 ans, il avait été chargé par la direction du PPA de piloter l'insurrection armée dans toute la Kabylie. Mais un contre-ordre vint annuler le processus révolutionnaire armé aux toutes dernières heures. L'histoire allait prendre un autre cours. Ait Ahmed donc continuera pas moins de militer en faveur de l'insurrection armée. C'est lui, lors du congrès du PPA-MTLD en 1947, qui proposera la création de l'OS, organisation spéciale, une structure paramilitaire dont la mission était de préparer toutes les conditions pour le déclenchement de la lutte armée. Vers la fin de 1945, il remplace Mohamed Belouizdad à la tête de la même OS. Après la répression de Nejelen, qui a succédé aux élections de 1947, le ton de Ait Ahmed se durcit davantage. Et en décembre 1948, dans un rapport très fort, il appelle le PPA à se préparer sérieusement pour la lutte armée, pour la révolution armée. Ce sont ses propres termes dans ce rapport. En 1949, après une série de maladresses, mais aussi de prises de position tranchées en matière identitaire, Ait Ahmed se retrouvera bien malgré lui pris dans la complexe et tragique affaire de la fausse crise berbériste, comme il l'a lui-même appelé. Mais auréolé désormais de sa mission de leader de l'OS, fer de lance de la lutte armée qui se profilait à l'horizon, Ait Ahmed avait mis en place tout un réseau militaire, financier, politique pour se préparer à la lutte armée. C'est lui qui organisa l'attaque de la Grande Poste d'Oran, dont le commando était mené par Ahmed Ben Bella. Il sera par la suite destitué de son commandement de l'OS et remplacé par Ben Bella. Mais l'OS va être éventé par l'armée coloniale. De très nombreux militants sont arrêtés aux 4 coins du pays. Sur recommandation des membres de la direction du PPA, Ait Ahmed quitte l'Algérie et se rend en Égypte, où il mènera pendant environ 2 années des activités politiques et diplomatiques en direction des mouvements anticolonialistes de libération dans le tiers-monde. Ensuite, il se rendra en France, où il rencontrera Messali Haj, et celui-ci lui demande de lui proposer des voies et moyens en vue de relancer une dynamique pour remettre une autre os, une os bis, sur les rails. C'est ce que fera Ait Ahmed. Puis, après avoir remis une feuille de route à Messali Haj, il repart en Égypte, où il est nommé membre de la délégation extérieure du PPA-MTLD. Il apportera son soutien à la création du CRUA,
Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Il continuera d'activer dans le domaine diplomatique et nouera des relations avec de nombreux leaders anticolonialistes au niveau du monde. Le 1er novembre 1954, Aït Ahmed Khidr et Ben Bella, depuis le Caire, rendront publique la proclamation du Front de libération nationale qui venait de déclencher la guerre de libération nationale juste quelques heures plus tôt. La proclamation leur avait été ramenée par Mohamed Boudiaf. Ils rejoindront ainsi les 6 historiques qui avaient provoqué ce qui allait devenir une révolution emblématique pour tous les peuples colonisés de la Terre. En avril 1955, du 18 au 24 avril, en Indonésie, il est à la tête de la délégation algérienne à la conférence de Bandung. Il est parvenu, contre toute attente, et malgré la forte opposition de Nehru en personne, à faire inscrire la question algérienne à l'ordre du jour de la conférence de Bandung. Puis, lui et Mohamed Yazid réussiront la gageure d'ouvrir un bureau du FLN auprès de l'ONU à New York. Le 20 août 1956, Aït Ahmed ne pourra pas participer au congrès de la Souma, mais contrairement à Ben Bella, qui tirera à boulet rouge sur les résolutions du congrès de la Soumam et sur ceux qu'il avait organisés, Aït Ahmed rendra un hommage appuyé à Abba Ramadan et bien plus tard, après l'indépendance, il déclarera que le congrès de la Soumam fut un tournant décisif pour la révolution algérienne et il saluera le mérite de l'architecte du congrès Abba Ramadan. Je le cite. Organiser le congrès de la Soumam, c'était une prouesse de sa part. Je me demande comment il a réussi à faire une telle réunion en plein cœur des batailles contre l'armée coloniale. Quand on m'a mis au courant, j'étais vraiment content en me disant chapeau bas à lui et à ses camarades. Le 22 octobre 1956, il prend un avion depuis Rabat, au Maroc, pour se rendre à Madrid, pour participer à une conférence transmaghrébine. Il est accompagné de Ben Bella, de Boudiaf, de Khidr et de l'Achraf. L'aéronef est détourné par l'aviation de chasse française. Les leaders algériens seront emprisonnés. Ils y resteront jusqu'à l'indépendance. Aït Ahmed sera présent à quelque chose de très curieux, qui sera en quelque sorte l'acte fondateur du nouveau régime algérien qui se profilait avant l'indépendance. Voici ce qu'il déclara quand il était en prison. Je le cite. Boumediene a envoyé Bouteflika recruter un historique. Il voulait d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre. Boudiaf leur a dit « Qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez? Vous divisez le pays. Au moins, il fallait être en position de force au moment des négociations. » Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Le nom de Boudiaf est éliminé. En ce qui me concerne, il n'était pas question de m'en parler. Ils connaissaient déjà mon point de vue idéologique. Ils se sont rabattus sur Ben Bella. Fin de citation. Nous connaissons la suite. Boumediene a pris le pouvoir par la force, par un coup d'État. Il a installé Ben Bella à la tête de l'État algérien en attendant qu'il se prépare. Quand le temps est venu, il a pris le pouvoir et envoyé Ben Bella dans les sous-sols du régime. Il tentera par tout moyen, Aït Ahmed tentera par tout moyen de s'opposer au coup d'État. Il fonde le FFS en septembre 1963 et exige le pluralisme politique dans un ultime sursaut pour contrer la mainmise d'un régime despotique sur le pouvoir. Il crée un maquis pour résister aux incursions de troupes du nouveau régime qui se livrent à des exactions et des opérations de terreur en Kabylie. Arrêté et condamné à mort en 1964, il réussit une spectaculaire évasion de la prison d'Al-Harrach le 1er mai 1966. Il s'exile en Suisse, il rentre en Algérie après le 5 octobre 1988, il fait participer le FFS aux élections législatives de 1991 où il arrive en 3e position après le FIS et le FLN. Il dénonce l'interruption du processus électoral. Lorsque Mohamed Boudiaf est assassiné, il quitte de nouveau le pays, pour n'y revenir que bien plus tard. Depuis ces dernières années, il s'est presque totalement éclipsé. Les Algériens ont appris qu'il était très malade, mais ses proches ne laissent personne l'approcher. Depuis, le FFS, qui a toujours gardé le cap de l'opposition au régime et qui traitait les partis
collaborationniste de parti de la mangeoire, a lui-même rejoint les travées d'un parlement qui n'a de parlement que le nom. Aujourd'hui, Huffington Post, si Hussein résiste, victime d'un AVC, Hussein Aïd Ahmed est rentré chez lui et il récupère bien par Malik Tahir. TSA, victime d'un AVC, Hussein Aïd Ahmed hospitalisé dans un état grave par Rafiq Tadjer. Al-Watan, hospitalisé hier matin à Lausanne, Suisse, Hussein Aïd Ahmed gravement malade par Majid Mekrdhi. Avec nous, Montassar Obatron, journaliste, et Faisal Matawi, journaliste. Faisal, merci de nous avoir rejoints. Faisal. Bonjour Faisal. Alors, cette nouvelle de l'hospitalisation d'Aïd Ahmed, vous avez des nouvelles? Oui, mais nous sommes accrochés à ce que nous dit la famille, parce que la famille encore l'opinion sur l'état de santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui en Algérie sur l'état de santé de Aïd Ahmed. Bien entendu, tout le monde souhaite le prendre établissement à ce chef historique, le chef historique des OPS, un des chefs de la révolution de la guerre de libération nationale. Donc nous attendons que la famille, parce que il y a beaucoup de contradictions ce matin, en l'absence d'informations précises, il y a des communiqués de la famille qui a précisé que Hussein Ahmed chez lui en Suisse, il se rétablit. Il a été précisé que M. Ahmed, en raison de la série d'articles qu'il a eu, ça a été écrit dans les communiqués, série d'accidents vasculaires cérébraux, et que M. Ahmed, à 88 ans, a lui fait perdre l'enthousiasme de la parole. Aïd Ahmed est resté malgré tout, bien qu'il ne participe plus aux affaires du FFS, il est resté malgré tout le leader emblématique. Mais on ne le voit plus, on ne l'entend plus, aucun journaliste n'est autorisé à le rencontrer. On ne voit même pas Aïd Ahmed quand il voyage, par exemple, entre le Maroc et la Tunisie et la Suisse. On dirait qu'on le cache. Pourquoi? Je crois que la famille le cache. C'est un homme trop malade, c'est un homme fatigué. C'est un homme que vous savez, il y a eu déjà un précédent en 1999. Il y a eu une attaque cardiaque qui a été donc il l'a obligé à se retirer de la course de manière momentanée. Et je crois que la famille voudrait aussi le préserver. C'est très bizarre. Comportement, tout le monde voudrait sauvegarder son papa ou sa maman lorsqu'elle est malade. J'espère, ce que je souhaite le plus profondément, et que M. Ahmed nous laisse ses mémoires, parce que il y a beaucoup de choses. M. Ahmed connaît une autre chose sur le mouvement national, l'Algérie post-indépendant, indépendante, sur le régime de Boumédienne, le régime de Ben Bella, sur les différents lieux à l'époque, la crise berbère, etc. Et comme c'est un homme historique, il porte tous les points d'histoire avec lui. L'essentiel est qu'on y mette des choses pour les générations futures. Moi, je ne viens pas du tout la famille de vouloir préserver M. Ahmed, parce que ça se comprend à son âge, à cette technologie, etc. Là, on comprend parfaitement qu'il veuille le préserver, qu'il veuille le maintenir hors de la curiosité, d'une curiosité éventuellement malsaine. Mais en l'occurrence, Aïd Ahmed est très aimé des Algériens. Il voudrait avoir sur lui de véritables nouvelles. Ça veut dire, s'il est malade, pourquoi ne pas dire aux gens qu'il est malade? S'il est dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer, s'exprimer ne serait-ce qu'à ses militants, qu'aux militants de son parti, de celui qui a fondé en 63, qu'ils le disent. Pourquoi ces cachotteries? Je ne sais pas, est-ce que cela est un problème politique, simplement lié à la famille. Le Conseil national des FDS qui se réunit cette semaine, le Parti a publié dans sa déclaration une petite déclaration de la famille, et il dit que dans sa famille, c'est Delia, c'est Bouchala, c'est Salah Yorota, qui ont précisé que les victimes des traités par le cas, et qui n'ont pas donné plus d'informations, comme
extérieur de la salle publique, puisqu'il était attendu lors du dernier congrès du FFS, il n'a pas pu se déplacer, et il ne se déplace pas pratiquement en Algérie. Donc, je crois qu'on se dit lié à la maladie, à l'âge, etc. Mais peut-être que les FFS sont partie de gagner à donner plus d'informations, parce que Ahmed n'appartient pas uniquement à FFS, mais il appartient à toute la communauté nationale. Et donc, peut-être que les FFS, en tant que parti politique, un parti démocratique, qui a toujours plaidé pour la transparence, pour la liberté de discussion, donne besoin de vraiment plus d'informations sur l'état de santé. On a perdu Faisal Matawi. On ne réussit toujours pas à avoir Montassar Abtron. Il y a un souci, probablement, avec l'Algérie. On nous dit même que le Magharibi n'est pas capté. Montassar est avec nous. Montassar Abtron, bonjour. Merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alam bik. Alors, Montassar Abtron, je parlais avec Faisal Matawi à un instant et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi essaye-t-on de cacher l'état de santé réel de Ahmed depuis des mois, pour ne pas dire des années maintenant? Pourquoi ne pas dire aux Algériens ce qu'il a en réalité, s'il est empêché, s'il a eu des AVC, pourquoi cacher à des Algériens qui l'aiment, qui l'admirent, pourquoi l'isoler ainsi, presque j'allais dire le garder en otage? Difficile de répondre. De toute façon, c'est pas uniquement la santé de M. Ahmed qu'on essaie de cacher. On cache aussi la santé du président de la République. Absolument, absolument. Le parallèle est très curieux, justement. Je ne voulais pas le faire. Mais... Il n'y a pas des médias français qui dénoncent comme si que ce peuple n'a pas le droit d'avoir des informations sur la santé de son président. Quant à M. Ahmed, bien sûr, c'est une grande figure. Il est aimé par ce peuple, y compris par ceux qui ne sont pas d'accord avec lui politiquement. Absolument, absolument, absolument. Il ne faut pas oublier que Ahmed, c'est une grosse pointure. Il est plus important que de tout point de vue que la plus grande personnalité du pays, surtout maintenant. Absolument, c'est le dernier survivant des grands leaders historiques. Des grands leaders historiques. Maintenant, Ahmed, avec le FFS, je ne sais pas s'il est actif dans le parti ou pas, mais l'initiative que le FFS prend, on essaie de l'assimiler maintenant à une initiative couverte par le pouvoir, qu'importe. Mais je ne sais pas, Ahmed, on ne doit pas cacher l'état de santé. D'ailleurs, je prie Dieu pour qu'il se rétablisse. Ahmed, personnellement, je lui reproche peut-être en tant que personnalité politique, pas en tant que chef de parti. Et on a besoin de lui, on a besoin de lui pour l'écriture de notre histoire. Mais Montassar Abtron, maintenant ça fait des mois, presque des années qu'on ne le voit plus. Et ces militants, vous savez, les militants du FFS, c'est une base militante très disciplinée. Ça veut dire, même s'ils pensent qu'il y a quelque chose qui tourne par an, ils ne l'expriment pas, ils ne vont pas sortir du cadre du parti, ils sont très disciplinés, mais ils n'en sont pas moins en train de bouillir, ils ne comprennent pas qu'on leur cache ce qu'est l'état de santé de leur président, de celui qui a fondé ce parti. Mais la question que je voulais vous poser, si Ahmed était encore en bonne santé, s'il pouvait vraiment décider ce qui se passe, est-ce qu'il aurait accepté ce changement de cap du 180 degrés qu'a effectué le FFS? Le connaissant vu son itinéraire, son histoire, ça m'étonnerait fort. Parce qu'il avait beaucoup d'occasions pour être dans des postes, disons, très hauts, sensibles du pouvoir. Il n'a pas un homme connu pour ses principes. Il ne marchande pas. On lui a même, je rappelle, Montassar, excusez-moi de vous interrompre, on lui a même, l'armée algérienne, quand elle avait la totalité du pouvoir entre ses mains, elle l'a toujours entre ses mains, elle lui a proposé d'être le président de la République. Et il a dit non, ce n'est pas à vous de m'offrir un poste de façade, de vitrine, je ne jouerai pas ce rôle. Pour vous dire,
Alors, comme vous dites, le connaissant, il serait très étonnant. Il n'est pas tombé dans les profits à partir de la prison, de la santé, quand il y a eu des trucs avec l'histoire de Ben Ramdan. Exactement. Il a su prendre la bonne position. Et après, quand l'état-major de l'ALN a envoyé son émissaire Bouteflika en prison. À la prison d'Aulnay pour faire des propositions à Boudiaf puis à Ben Bella pour que l'armée des frontières prenne le pouvoir et qu'elle ait une façade historique, légitime à mettre juste en vitrine le temps que Boumediene se prépare pour le balayer, et c'est ce qui s'est passé avec Ben Bella. Absolument. Boumediene aussi a essayé des contacts avec Aït Ahmed, y compris la évasion de la prison. On dit que Boumediene a laissé. À chaque fois quand il y a crise, Aït Ahmed, on lui propose. Il n'a jamais pris le pouvoir, c'est-à-dire à n'importe quel prix. Et puis, on voit que le FFS, à sa tête, Aït Ahmed, bien sûr, il est revenu à une idée essentielle de la démocratie et de la construction du pays. Je ne sais pas si par acquis de conscience, c'est cette histoire que le FFS, il a commencé à en parler, l'Assemblée constituante. Tout le monde sait que cette Assemblée constituante figurait dans le programme du PPA, c'était le programme de Messali Al-Hajj. Oui. En fin de compte, Aït Ahmed, c'est parmi les rares qui ont réalisé que construire un État sur deux bases saines, démocratique et libre devait passer par la Constituante. Malheureusement, le FFS n'en parle même pas maintenant. Oui, exactement. Restez avec nous, Montassar Obatron. Faisal Matawi, il y a un instant, vous avez perdu. J'ai posé la question à Montassar Obatron. Je lui dis, connaissant Aït Ahmed, s'il était en bonne santé, qu'il pouvait encore peser sur les destinées de son parti, est-ce qu'il aurait accepté que le FFS prenne un tel cap? Et il m'a dit non. Le connaissant, jamais il n'aurait pris un tel cap. Et vous-même, qu'en pensez-vous? Oui, le connaissant Aït Ahmed a basé sa carrière politique sur l'opposition, sur un projet alternatif, sur la critique toujours bien faite, toujours bien construite sur l'action du pouvoir en place. Alors, je dis, connaissant bien que le régime putschiste, le régime c'est ce qui a été décidé lors du Conseil de la Constituante, de la logistique, de la logistique religieuse, et de même pour le régime de dire qu'on est savait pour détruire la mémoire nationale, l'assassinat des hommes politiques, et on a emprisonnant à ce niveau-là, en mettant sur les etc. On disait que je ne sais pas que c'est pas suffisant. Je ne sais pas que cette dernière année, depuis 2013, dans l'action médicale, parce qu'il y a un indice qui a été fait quelque part, maintenant, sur un peu de clarifier, disons, sa position par rapport au projet de consensus national. D'autant plus qu'il y a un projet alternatif de l'opposition qui s'appelle la transition démocratique, etc. La transition démocratique a été toujours un projet défendu par le FFS. Peut-être que le prochain tournant en sera plus, mais il faudrait que le FFS continue de. Faisal Matawi, je suis désolé de vous interrompre. Je suis désolé, on ne vous entend presque pas. La communication est très mauvaise aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, nos deux invités, on les entend très très mal. Je reviens au Batron, Montassar, peut-être que le son sera meilleur. Faisal Montassar au Batron, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant que tout le monde a appris qu'Aït Ahmed a eu un AVC ربي يشفيه على كل حال. Montassar. De toute façon, pour revenir à votre question, oui. Tout le monde se souvient de janvier 92. Oui. La fameuse marche du 2 janvier 92. La marche du million, comme on dit. Avant le deuxième tour oui. Des élections des législatives. Oui. On sait que Ahmed a dit que c'était la saison de ce slogan, ni république policière, ni république anti
Absolument. Alors, à ce moment-là, Aït Ahmed avait tout le monde derrière, mais tout le monde. Oui. Ce qu'il y avait sur lui. L'armée, tout le monde voulait qu'Aït Ahmed passe au pouvoir, pourvu qu'il dise non au deuxième tour. Absolument. Absolument. Par il dit non au deuxième tour, Aït Ahmed serait facilement le président. Il aurait aussi, c'est-à-dire rapproché très large, surtout dans les populations algériennes qui étaient apeurées à cette époque. Ah, Et oui. ceci n'a pas, c'est-à-dire n'a pas essayé de gagner un truc, c'est un virage historique, et je ne dirais pas qu'il l'a raté, c'est un homme de pratique, de perfection. Montasser, on va être obligé malheureusement de décourter cette émission. Il reste à peine une minute de toute façon, parce que le son est très très mauvais. Je voulais juste dire que Aït Ahmed est le dernier survivant des grands historiques qui ont mené la révolution algérienne. J'ai toujours entendu parler de lui, mais un jour, je l'ai rencontré à Paris et nous avons eu une très longue discussion. J'ai été, comment dire, émerveillé. J'ai été émerveillé par la vivacité d'esprit de cet homme, de ce grand personnage. J'ai été émerveillé par sa haute tenue morale. C'est un homme qu'on ne peut pas corrompre. C'est un homme qu'on ne peut pas acheter. C'est un homme d'une droiture, j'allais dire palpable, presque. Il dégageait, il émanait de lui une force, une loyauté. C'est un homme d'honneur, pour tout dire. C'est un homme d'honneur. J'espère de tout cœur qu'il va se rétablir. Salam alaikum, khawal khair, bislama.